plusieurs questions ont été posées par des participants. Donc, on va tout de suite donner la parole à Monsieur Antoine Valabrègue, qui a une question susceptible d'intéresser en particulier les deux premiers intervenants. Oui, moi en écoutant, moi l'impression que Demandez, j'ai... monsieur, de vous présenter brièvement avant de Oui, poser votre question, brièvement aussi, oui, s'il vous plaît. Antoine Valabrègue, bon, on va dire que je suis, je sais pas quoi, comment dire, un citoyen engagé dans la vie publique depuis 65 ans, accessoirement agrégé de maths et formateur dans ma vie. Et voilà. J'ai mis en place des méthodes, une méthode que j'ai appelée la simplexité. Bon, voilà. Pour naviguer, l'art de naviguer dans la complexité. Et s'il y en a qui ont des cadeaux de Noël à faire, ce qu'on me demande, mener sa vie, pour les jeunes et les moins jeunes, vous pouvez l'acheter, ça vaut 8 €, c'est super. Être attentif à soi, aux autres, au monde. Bon, fin de parenthèse. Bon, j'étais pas. Bon, alors, ma question est vraiment sur le Covid. Euh, euh, moi, j'ai suivi cette crise de très, 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 très près. J'ai l'impression qu'on est dans une situation où il y a, comme disait Gaël Giraud, il y a un tiers des Français qui ne parlent pas aux deux autres tiers. On est dans une situation où il n'y a pas beaucoup de dialogue. Mais moi, ce qui m'a paru très spécifique et que je n'avais jamais vu à ce point-là, c'est une sorte de discrédit des scientifiques dont les points d'orgue, ça a été le Lancet. Pas parce que l'étude a été bidonnée, mais parce que le directeur, on a pu savoir que le directeur de Lancet a dit la moitié des publications que je reçois sont des publications bidonnées. Daniel, tout à l'heure, parlait des 200 millions des 200 000 € qu'avait reçu Karine Lacombe, elle ne l'a pas nommé. Mais bon, on sait que les labos sont très importants. Il y a un discrédit. L'étude Discovery n'a pas été publiée. Moi, mes petits copains me disent que c'est parce qu'elle était favorable à l'hydroxychloroquine. Mais je n'ai pas encore la vérification. Donc, il y a un désaccord, il y a eu une incapacité à dialoguer et, entre des gens qui me paraît très révélateur et très problématique de la crise. Donc, moi, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que ce que je dis, c'est nouveau ou pas, finalement? Voilà. Merci. Merci. What I find that we are experiencing this year is a transformation of the scientific discourse into propaganda. Hypocrisy is important in all civilized situations, and in civilization, in human history, it's extremely important. If I'm in the street in the morning, I meet my neighbor who's an old lady and who looks really horrible in the morning, I will tell her, how pleasant it is, meeting you this morning. I know, she knows, I don't mean that, and the thing will work, okay? So hypocrisy is extremely important. Now, we did know that part of the scientific discourse was a propaganda tool for certain reasons, for certain interests, but we were, happy with that. This year, you see, this hypocrisy is completely revealed as a hypocrisy. This year, what we have is one day, some data, and the day after, immediately, in 24 hours, some other data. You see, in September, we are told that by December, we will have a vaccine. Then the day after, Bill Gates tells us that no, never earlier than 2023, we will have a vaccine. We are told certain data by the World Health Organization in February, which are completely reverted at the end, by the end of February, you see. So what we have here is a different approach to what science was hypocritically for us. Science was something we were in a positive, and positivist, if you want, idea that science would help us analyzing our situation and giving us tools to resolve it. By now, what we know is that there are interests that are covered by scientific, discourse, which is bent
to those interests. I think this is the new, situation we are faced with this year. And this is a development of the idea we had of, the advertising discourse. We, of course, would take for granted that if I publicize a product, I am not supposed to tell the whole truth about it, okay? I can, allow myself some liberties. Then this we transferred to the political discourse, especially in the last 20 years, when the face became extremely important, the face, some leader, someone who would put his face or her face to support the discourse. And again, especially when elections came, we would make a discount to the discourse. We would say, okay, not all of it must be true, okay? And now we have, I think, the same approach this year with the scientific discourse. Which leaves us with a problem to solve, which is, okay, but is this, if this pandemic, as it looks like, is real, are we going to solve our problem, and how? Thank you. Thank you. Nous avons toute une série de questions pour Yann Thomas. Une question, un ensemble de questions relatives à l'art participatif. Destiné à Yann Thomas. Dans quelle mesure l'art participatif est-il à l'origine d'une dynamique de commun? Oui. Si c'est le cas, en quoi consiste ce commun? S'il est admis qu'il diffère de la simple participation. Est-ce que dans cet art participatif, le clivage entre experts et novices, donc y compris en termes de compétences, de formation, demeure une limite à la coproduction d'une œuvre ou de certaines œuvres? Et je pensais ici, par exemple, aux frères Recklin en Suisse, notamment à leur œuvre d'art Big Nick, qui est assez spectaculaire, mais qui m'avait beaucoup marqué. Écoutez, alors, merci. Puis j'étais très intéressé par votre intervention également. Je voulais vous remercier. J'en profite pour remercier justement tous les organisateurs de ce colloque. Je le trouve très inspirant. Alors pour moi, déjà, l'art participatif donne une forme au commun, à l'image des installations de Anna Milton, que je vous ai décrite tout à l'heure. Il y a l'idée d'échange, de partage, de coopération, et ces mots d'ordre, en fait, sont constituants de la réalisation d'un projet participatif. Donc, ce projet va s'inscrire dans le réel et va inscrire le risque également de la rencontre en tant que forme autant que l'aléa, finalement. J'ai bien aimé d'ailleurs le concept d'aléa et je reprendrai avec joie dans différents textes et développements, et j'aimerais beaucoup d'ailleurs en reparler avec vous. Ils mettent en mouvement une culture du risque et retournent une forme d'écriture instituée et fléchée du réel. Ils reconfigurent ce que fait finalement l'artiste et lui permettent d'être un espace de partage. Ce qui fait que cet art participatif participe à une dynamique du commun parce que se jouent dans l'œuvre participative des traces tangibles, voire graphiques, qui se génèrent, mais aussi ce que j'appellerais, moi, en fait, un coefficient de conductibilité, ce qui entraînerait des formes imprévues et pourrait éventuellement s'incarner dans le réel de l'action artistique lorsqu'il est au contact, l'artiste, d'un public donné via la mise en œuvre des expériences vécues collectivement. Donc, là se jouerait quelque chose du point de vue de l'expérience. Alors, vous disiez, si c'est le cas, en quoi consiste ce commun s'il est admis qu'il diffère de la simple participation? Pour moi, cet acte commun serait une forme d'extraterritorialisation de l'autre et de retournement de ses interdits. Il entend déjouer ses inhibitions autant qu'inspirer ses potentialités. Et est-ce que dans cet art participatif, le clivage entre experts et novices, y compris en termes de compétences ou de formation, demeure une limite à la coproduction d'une œuvre ou de certaines œuvres? Pour moi, dans ce type de processus, à l'image de la formule que je vous ai décrite tout à l'heure, la mise en mouvement réajuste les connaissances immédiates de l'autre et lui permet de ressentir de façon accélérée le sentiment d'appartenance à une expérience partagée. Merci pour cette réponse. Nous avons une question assez ponctuelle pour Vincent Pupin de la part de Gilles Herrière-Dubreuil. Vincent, à la fin de votre exposé, vous abordez la question de détachement et pas seulement la question de l'attachement. Est-ce que vous pourriez dire ce que vous entendez par là? Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait,
les gens partent d'un certain nombre d'attachements au départ d'une démarche, mais les gens ne sont… Enfin, toutes ces démarches, c'est que les gens ne sont pas figés dans leur attachement. Alors, leur attachement évolue et en fait, l'idée, c'est d'avoir des attachements communs. C'est ça qui va permettre d'avancer. Et donc, ça demande à reconfigurer son propre attachement et peut-être se faire des détachements. Donc, il y a cet aspect-là. Par exemple, si concrètement, sur Sivins, la question, c'était est-ce que une partie des acteurs peuvent faire leur deuil du projet initial de barrage où ils étaient attachés à une grande bassine d'1,5 million m3? Est-ce qu'ils peuvent aller sur autre chose? Et de même, les opposants à barrage étaient attachés à une zone humide. Est-ce qu'on peut la réduire ou la penser différemment ou… Voilà. Donc, toutes ces modifications d'attachement pour pouvoir avancer ensemble. Et puis, il y a la question aussi du non-attachement. Du non-attachement, en tout cas, je dirais, du non-attachement apparent. C'est-à-dire que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont dans une position au sein de l'État, des collectivités, qui sont dans une position où ils n'ont pas le droit d'exprimer leurs attachements. Ils sont fonctionnaires d'État, ils sont fonctionnaires de collectivités, et quelque part, on leur demande… Ça rejoint ce qu'a dit Marianne sur les personnes. On leur demande d'avoir un regard froid, ou c'est pareil pour les scientifiques, un regard froid sur la réalité de ce qu'ils jouent. Sauf que ce détachement, il faut le gérer aussi. Parce que ce détachement peut être une violence pour les acteurs qui sont attachés. Donc, soit on arrive à trouver… d'autres modes d'attachement, soit ce détachement, ça peut être aussi une façon de dire attendez, il y a des enjeux pour l'État, pour les collectivités, comment on les prend en compte? Par exemple, sur Vias, beaucoup de fonctionnaires des collectivités ont participé et ils ont montré finalement un attachement au processus parce que ça leur permettait de dire mais attendez, voilà ce que c'est que le réchauffement climatique, voilà ce qui nous attend dans les années à venir. On ne peut pas ne rien faire. Si on ne fait rien, de toute façon, vous, résidents sur la côte ouest, vous allez être submergés ou vous ne pourrez pas garder les qualités que vous avez. Donc, il faut aussi… il y a le détachement, il y a l'attachement, il y a le non-attachement et il y a tout ça qu'il faut arriver à combiner dans une espèce de maïeutique en restant en empathie avec tout le monde pour garder tout le monde ensemble vers un projet commun qui permette, pas comme ça pour le plaisir d'avoir les gens ensemble, mais par rapport à la réalisation de projets et faire avancer les points de vue de chacun vers quelque chose qui puisse satisfaire la plus grande partie des gens qui ont participé. Donc concrètement, juste pour un point, sur VIA, ça a donné la réalisation d'un projet de réhabilitation de plage qui s'est quand même réalisé, malgré tout. Une dernière question pour Daniel de Marc Benoît. Puisque les masques et leur fabrication sont présentés comme des communs, peut-on considérer que les gestes barrières, de manière générale, sont un commun créé par la pandémie? Oui, c'est une question un peu subtile, hein, j'allais presque dire perverse. Est-ce que se conformer à une règle qui est censée profiter à tout le monde, est-ce que c'est faire partie d'une communauté? Alors là, c'est une vaste question. Moi, j'ai cherché en fait, je crois qu'il y aurait eu beaucoup plus de communs matériels, enfin bon, et j'ai pas vu grand-chose d'autre que de la solidarité, qui pour moi n'est pas du commun, c'est autre chose. Et puis le commun, c'était vraiment des gens qui, c'est de l'émergence d'une communauté pour un but, avec une horizontalité de pouvoir. On n'a pas parlé beaucoup d'horizontalité et de verticalité. Moi, je trouve que c'est très important dans les communs. C'est ce qui, pour moi, est une dimension fondamentale. Hein. C'est que tout le monde ait droit à la parole, hein, ou à apporter son… Alors, donc, pour répondre à la question, je
crois quand même, en réfléchissant bien à cette question subtile, que les gens qui spontanément se réunissent pour pallier les déficiences de l'État, pour être positifs et faire quelque chose alors qu'on leur a pas demandé, etc., pour moi, c'est plutôt un commun. Alors, quant à faire des gestes barrages, je pense que c'est plutôt une conscience collective, mais j'appellerais pas ça du commun.